Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Voilà, mais là c'est 100 jours pour devenir le Rassemblement national, c'est pas 100 jours d'apaisement. Mais à la fin, il y a quelque chose que je trouve très explosif dans la société actuelle. Ils ont toujours le fétiche, la République, mais quelle République font-ils vivre? La République est-elle bonne en soi? République islamiste d'Iran? République populaire de Chine? Non, c'est la République française, et qu'est-ce qu'elle doit incarner? Et si elle incarne ces actes de violence, si elle incarne une autorité qui tue des citoyens, effectivement là il y a un problème. Là je pense que vraiment, il n'y a pas plus gros ratage que celui-ci. Et pour autant, il n'est pas capable de le reconnaître. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023, au moment où nous tournons, et demain, aujourd'hui, donc pour vous, le 14 juillet 2023, qui marquera sans nul doute une étape importante dans ce second mandat d'Emmanuel Macron. Que les festivités se déroulent avec ou sans accroc, pour beaucoup, le mal est déjà fait. L'exécutif, lui, assure aujourd'hui, par la voix de Gérald Darmanin, vouloir éviter tout débordement lors de la fête nationale, selon lui, je le cite, traditionnellement marquée par des violences. Et pour ce faire, un déploiement exceptionnel de 130 000 agents des forces de l'ordre est prévu sur tout le territoire français, dont 45 000 chaque soir, ce soir et demain soir, 13 et 14 juillet, avec dans le viseur l'objectif d'éviter la reprise des révoltes et des émeutes urbaines qui ont fait suite à la mort de Naël. À cela, il faut ajouter le RAID, le GIGN, la BRI, des hélicoptères et des drones dans le ciel, des véhicules blindés au sol, l'interdiction des feux d'artifice privés et la fermeture des transports en commun dès 22h. Jamais le pays n'aura été aussi sécurisé, mais les enjeux politiques sont conséquents. Car ce 14 juillet sera surtout le point d'orgue des fameux 100 jours pour apaiser et relancer le pays, souhaités en ces termes par le président Macron. Alors, vous sentez-vous apaisé ? Voyez-vous le pays relancé, comprenez, économiquement? En somme, quel bilan peut-on tirer de cette longue séquence politique marquée par d'innombrables coups d'éclat, scandales et provocations? Ce sont entre autres les questions que je vais maintenant poser à Sandrine Rousseau et Paul Hellec, mes invités pour ce nouveau Fond de l'Info. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée NUPS Europe Écologie Les Verts, élue à Paris. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Paul Hellec, bonjour. Bonjour. Quant à toi, on te connaît, grand habitué du média, t'es chroniqueur ici régulier, politiquement. Je veux dire, tu parles de politique avec nous, et être ex-attaché parlementaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous propose de remonter le temps. On n'a pas de machine ici, mais on va essayer de le faire. Il y a 99 jours, c'était le 17 avril dernier, et le président Macron tenait une de ses fameuses adresses aux Français. Extrait. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces 3 chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces 3 chantiers doivent nous rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Nous y sommes. Voici donc l'heure du bilan. Comme je l'ai dit dans l'intro tout à l'heure, il y a donc pléthore de points à aborder. On ne pourra pas tous les faire. On va prendre quelques-uns, vous allez voir, de ces 100 jours. C'était donc la volonté d'apaiser, on l'a entendu à l'instant, on l'a réentendu, le pays. Et à ce moment-là, à ce moment où il le prononce, ces mots, on était encore depuis quelques mois, dans une ébullition du pays qui s'est exprimé avec sa colère légitime, on le sait, face au 49.3 pour la réforme des retraites, déni de démocratie à ce moment-là, même commenté jusqu'à des pays étrangers, avec des manifs dites spontanées, pour ne pas dire sauvages, et des rues en feu, aidées par la grève des éboueurs, etc. Alors, 100 jours après, apaisé ou pas apaisé, Sandrine? Je ne crois pas qu'on soit dans un apaisement réussi. Je pense qu'en fait, surtout, il n'y a rien eu pour apaiser. C'est-à-dire que pendant la réforme des retraites, on l'a vu, les syndicats, et moi, ce truc m'a vraiment beaucoup choquée, donc je le redis à chaque fois, mais alors qu'il y avait 3,5 millions de personnes dans la rue, les syndicats n'ont pas été reçus, mais même pas écoutés, en fait. Et quelque part, dans ces 100 jours, on a exactement la même attitude qui se prolonge, d'une certaine manière qui s'amplifie, qui est d'avoir raison contre tout le monde et de n'être pas du tout dans l'écoute. C'est-à-dire que l'apaisement, en fait, est compris uniquement comme j'ai raison mais je le dis pas, quoi. Et ça, aujourd'hui, on arrive au bout de
vraiment au bout de la Ve République comme ça. Moi, je pense que là, les passions qui animent le peuple français aujourd'hui, pour certains, sont des passions vraiment de haine, de rejet. Je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il génère dans une partie de la population. Ça, je le pense. Paul, de ton côté, alors apaisé ou pas? Non, mais je pense que vous avez raison, je suis assez d'accord. Il n'y a pas d'apaisement, même si on regarde juste le début de la séquence et la fin. Le début, c'est un moment où le gouvernement, enfin le président de la République, choisit de sacrifier la légitimité politique sous l'autel d'une espèce de légalité douteuse, souvent artificielle et régulièrement brutale. Ça a été brutal en termes de procédure parlementaire, mais ça a été brutal dans la rue. Et la fin de la séquence, c'est quoi? C'est on transforme la fête nationale en fête de la police nationale, en fait, puisque quand on déploie 130 000 personnes sur le territoire avec restrictions sur les transports, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? C'est l'option de... Ça va être l'appel au calme, mais au calme par la matraque. Donc, il y a plus de personnes, des forces de l'ordre sur le territoire que lors des émeutes de 2005. Ça dit quelque chose. C'est incroyable. Paul Rochet, l'économiste, je crois que vous l'avez reçu ici d'ailleurs, il fait remarquer qu'aujourd'hui, il y a plus de policiers en France par habitant que dans la RDA des années 60. Quand même un chiffre assez troublant. Il l'a écrit dans son bouquin et je suis allé regarder le truc. C'est incroyable, mais ça dit quelque chose de l'ambiance. Donc l'apaisement, pas vraiment. C'est 100 jours, vous l'avez dit, d'entêtement. On continue, on lâche rien. Et puis 100 jours aussi d'enlisement, je pense. D'enlisement au sens de la crise politique qui s'est matérialisée par les batailles parlementaires assez virulentes auxquelles vous avez participé d'ailleurs. Et les gens voient la crise via ce genre d'irruption, mais en fait, elle est permanente. C'est une crise des rapports sociaux, des rapports entre les individus en fonction de où ils sont positionnés dans la société. Et ces rapports-là, ils sont encore en crise. Donc on s'enfonce. Et enlisement, 100 jours d'enlisement à essayer d'éteindre un feu ici pour... le mettre ailleurs après. Je pense qu'il y a vraiment un impensé dans la politique qu'il mène qui est le ressenti que ça génère chez les gens. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression depuis les Gilets jaunes qu'il y a des espèces de couches de ressenti qui se cumulent. Pas forcément chez les mêmes personnes, pas forcément de la même manière. Mais à la fin, il y a quelque chose que je trouve très explosif dans la société actuelle. Et quand je dis ça, on m'accuse d'attiser des braises, alors que je fais un constat de ce que je ressens du terrain, qui est vraiment procéder d'humiliation en autoritarisme, en sécurité, etc., fait que les gens ne sentent plus aucune espèce de voie de sortie de la colère qu'ils peuvent ressentir. Et ça, je crois que vraiment, on n'est qu'au début de ce que ça va générer, mais je crains que ça génère quelque chose d'assez explosif. Moi, j'ai l'impression, on parle, vous savez, sur les volcans de ce qu'on appelle les nuées ardentes. Là. C'est-à-dire qu'en fait, ça couve, et puis au moment où ça explose, on ne sait plus le gérer. Moi, je crains vraiment quelque chose de cet ordre parce que je trouve qu'il n'y a toujours pas, et ça fait maintenant le 2e mandat, ne serait-ce qu'une seconde d'empathie chez Emmanuel Macron de ce que peuvent ressentir les gens. Il l'a fait pourtant avec Naël à Marseille. On va revenir sur cet épisode-là, mais il essaye parfois. Je me fais l'avocat du diable, mais de dire voilà, la nation entière est triste ou est en deuil, enfin ce genre de choses. Précisément, je me souviens plus, mais il essaye. Vous le trouvez pas sincère? Il a essayé sur une phrase, mais déjà, je doute de sa sincérité là-dessus, mais ça c'est très personnel. Mais par ailleurs, je trouve que surtout ça ne s'incarne pas. Si réellement c'était quelque chose de ressenti par lui, alors ça se matérialiserait par des politiques publiques, par un message envoyé à la mère de Naël, par des choses comme ça. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Donc on est dans quelque chose de l'ordre uniquement de la stratégie de communication politique. Et ça, moi je pense que c'est très ressenti par les gens. Et que ce soit vrai ou pas, en fait, finalement, c'est quand même l'impression que ça donne. Et je crois que les gens sont en overdose complet de stratégie de communication politique. Et justement, en communication, on ne va pas revenir encore une fois sur tout, et tout repasser, tout recommenter. Je l'ai dit au début, il y a trop d'exemples, mais on va en prendre quelques-uns. Les fameux, parce qu'on va vous entendre à l'instant, l'apaisement n'a pas été fait parce que peut-être le contraire a été fait. Tout du moins, c'est ce qu'on peut en ressentir avec quelques exemples qu'on va pouvoir voir. Le premier jour, donc c'est plutôt le lendemain du 17 avril, c'est Bruno Le Maire qui s'exprime à la télévision. On l'écoute. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social.
Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. C'était donc le premier jour des 100 jours d'apaisement et c'était, je crois, mal parti. Le pouvoir pointait encore et toujours les mêmes personnes pour évacuer ses responsabilités politiques, les pauvres, les étrangers, mais aussi les personnes françaises racisées. 100 jours plus tard, ou presque, et on en est à l'affaire Naël aujourd'hui, 100 jours après, finalement. Est-ce que ça n'a rien à changer sur ce terrain-là ? Allez-y. Je sais pas, je dirais qu'il y a quand même là une sorte de séquence qui s'arrête pas, qui est ils ont besoin de retrouver une majorité et ils ont besoin d'une majorité technique avec la droite. Donc ils font ce qu'ils font à chaque fois qu'il y a un problème, ils reviennent. Ils vont chercher la droite. Voilà, mais là c'est 100 jours pour devenir le Rassemblement national, c'est pas 100 jours d'apaisement. Je veux dire, ça c'est la première déclaration. Là, il y a eu une ribambelle de déclarations, pas que d'ailleurs de la Macronie, mais enfin c'est là où on a vu le même ton partout, quoi. Qu'il soit chez Zemmour, chez la Macronie, chez la droite dite républicaine, feu la droite républicaine, ils ont tous dit qu'il y avait deux sortes de nationalités. Et après l'expression 100 jours d'apaisement, il dit d'unité aussi. C'est ça aussi qui est fautif dans la période, c'est que non seulement on n'a aucune volonté politique d'annoncer des propositions pour fixer des problèmes qui se sont posés réellement sur la scène, mais parce que ça, on ne veut pas admettre qu'on n'a plus de la légitimité pour tenir le pays. Et de l'autre côté, quand on a des propositions, c'est des propositions de division, toujours sur les mêmes racisme, et là derrière c'est leur logique du travail sur l'assistanat, et on sait que ça marche ensemble parce qu'on va très vite de l'assister à l'immigré, c'est ce qu'ils font tous les jours sur les plateaux. Donc non, clairement pas d'apaisement. J'imagine que vous partagez. Je vais vous poser une question supplémentaire. C'est-à-dire que là, il y a plein d'exemples, on passe tout à fait encore une fois. Est-ce que vous avez, Sandrine Rousseau, un exemple, une sortie, j'allais dire, un événement, une déclaration qui vous a fait dire que c'est bon, là, c'est dead, l'apaisement, c'est mort, ça ne pourra pas marcher? Dès le premier jour, quand Bruno Le Maire sort ça, je comprends que ce sera 100 jours de toboggan d'extrême droite, quoi. Toboggan vers l'extrême droite. C'est vraiment une glissade complète, quoi. Et finalement, ça ne s'est pas démenti dès 100 jours. Et évidemment, ce qui s'est passé qui a conduit à la mort de Naël n'était pas prévisible. Mais en même temps, je pense que... Pour vous, c'était pas prévisible parce que beaucoup disent que ça l'était. Non, mais pas à ce moment-là, dans cette ville-là, évidemment, etc. Ça, oui. Et sur Naël. Mais par contre, tout était en place pour que de toute façon, dans ces 100 jours, il y ait cette glissade d'extrême droite. Et ce qui me marque beaucoup et ce qui m'inquiète aussi énormément, c'est à quel point la parole raciste s'est totalement libérée et que personne... à part à gauche, à part dans la NUPES, ne met une barrière et remet la ligne rouge en disant stop, là c'est raciste, au-delà de cette ligne, vous êtes dans le racisme. Et personne du gouvernement n'a eu le moindre mot, mais même pas une petite expression en off dans un trajet, rien, quoi. Il n'y a pas eu une seule expression pour dire attention, là il y a des propos racistes qui arrivent dans le débat politique qui ne devraient pas être. Et ça, moi, ça me choque beaucoup parce que je regardais par exemple un document qu'a fait l'INA sur les émeutes de 98, c'était Pasqua à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, et en fait à un moment donné il a quand même eu des mots d'apaisement, c'est-à-dire qu'il a posé des mots où ça s'arrête, et c'était Pasqua. Et là, en fait, c'est comme si c'était impossible pour eux. Quand j'entends la présidente de l'Assemblée nationale dire après la mort d'un enfant, quand même, que la police est merveilleuse, c'est pas un mot pris au hasard, merveilleux. Je veux dire, c'est pas un mot qui arrive comme ça, qu'on n'aurait pas maîtrisé. Merveilleux, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose qui suscite l'émerveillement. On peut se demander effectivement... C'est très très dur, quoi. Bien sûr que c'est très dur. Et d'ailleurs, un autre moment tout à fait très dur, qui illustre ce que vous dites à l'instant, c'est le jour numéro 22. J'ai calculé les jours. Le numéro 22, c'était le 6 mai dernier, lorsque 550 militants, vous voyez à l'écran, de Génération Identitaire, d'extrême droite, bras tendus, vêtus de noir, avec toute la panoplie néo-nazie, croix gammée, drapeaux, etc., défilaient dans les rues de Paris sans rencontrer aucune résistance, ni policiers, ni conséquences. Et là, Elisabeth Borne qui déclare alors, je la cite, « C'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester », tandis que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, on a le même encore aujourd'hui, ne voyait pas de problème à autoriser cette marche, il l'a dit lui-même à la télévision aussi, en l'honneur donc, je rappelle, d'un militant pétainiste décédé en 1994, car, et je le cite, « les précédentes marches de ce groupe se sont déroulées sans trouble à l'ordre public ».
croit rêver. Alors, précisons que dans le même temps, avant de vous laisser la parole de nouveau, le préfet a interdit la manifestation pour Adama Traoré, tué par les gendarmes en 2016, la semaine dernière. Une marche donc similaire à celle-ci, mais l'opposée, annuelle, donc depuis 7 ans, organisée sans trouble à l'ordre public, mais interdite. Et à cette occasion, le ministre, je le rappelle, de la Justice, Dupond-Moretti, a avant-hier, toujours à l'Assemblée nationale, invité le groupe de Marine Le Pen à saisir la justice, notamment contre vous, Sandrine Rousseau, pour avoir participé à ce rassemblement le samedi dernier. Alors, la question est toute simple. Est-ce que ce gouvernement est allé trop loin avec sa proximité à l'extrême droite? Et est-ce que c'est pas ça, mais je crois que c'est un peu ça, à vous entendre, ce qui a marqué le plus le bilan de ces 100 jours? À mon avis, c'est pas qu'il est allé trop loin vers l'extrême droite, c'est qu'il est totalement poreux aux idées d'extrême droite. Si tu veux, c'est ça qui me choque vraiment. Il est censé être beaucoup. le barrage. Il a été élu pour ça, ce gouvernement. C'est même, je pense, son seul mandat, en vrai. C'est-à-dire de faire barrage. C'est au nom de ça qu'une partie de l'électorat de gauche s'est mobilisée, et c'est son seul mandat. Et en fait, là, on constate une porosité. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Et là, je vais parler depuis ma place, vraiment de femmes. Voilà, c'est que de femmes ou de députés? Non, précisément pas de députés, mais d'humaines, j'ai envie de dire, okay, de citoyennes. C'est que moi, je suis très menacée par l'extrême droite, vraiment beaucoup. Voilà, il y a mes adresses qui circulent, etc. Bon, et dans les réseaux les pires. Et en fait, quand j'entends ça. Quand j'entends un ministre de la Justice se tourner vers le RN en disant « mais vous devez saisir la justice et porter plainte », je me dis « mais en fait, moi là, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est-à-dire que déjà, aller à la police pour déposer plainte, je n'ai pas une confiance absolue dans la capacité de la police aujourd'hui à instruire la plainte que je vais déposer. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui sont très bien. Je pense aussi qu'il y en a qui ne sont plus dans une mission de service public pour défendre tous les citoyens et citoyennes de la même manière. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Par exemple, le communiqué de presse hallucinant d'Alliance et de l'UNSA, qui ensemble font quand même plus de 40% aux élections professionnelles, et qui parlent de nuisibles, qui parlent de combat, qui parlent de guerre. Donc dans ces cas-là, ils ne se sentent pas responsables d'une paix sociale ou d'un respect des citoyens à égalité, quel que soit le citoyen ou la citoyenne. Ils se sentent investis d'une mission politique contre les nuisibles. C'est pas pareil. Et je pense que je fais partie de ces nuisibles à leurs yeux, ou du moins j'en suis pas loin. Donc voilà. Et quand j'entends le ministre de la Justice dire ça, je me dis je ne peux même pas avoir confiance complètement dans la justice. Et là, si on a une rupture de confiance avec la police, ce qui est déjà le cas, avec la justice, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui pourrait très vite arriver, je pense, eh bien, en quoi reste-t-il la confiance des institutions de la démocratie ? Et en fait, là, on est vraiment dans quelque chose qui est un virage. Peut-être un mot là-dessus, rapidement ? Ouais, mais on s'était dit, nous, sur ce plateau, virage, basculement, et puis qu'on ne trouvait plus les termes, en fait. Ouais. Et que c'est ça le problème. Et je pense que la différence, c'est qu'on n'est pas dans une séquence où l'appel à des sujets d'extrême droite sur l'immigration, sur la sécurité, sur le rappel à l'ordre, et de l'ordre de la diversion, comme ça a pu être le cas, de façon très opportuniste chez Macron et au sein des deux quinquennats. On est dans une séquence où le mot-clé, c'est qu'il y a une radicalisation de la bourgeoisie, mais au sens de classe sociale. C'est-à-dire que d'habitude, quand des gens s'expriment, quand l'extrême droite s'exprime, qu'il y a des éléments choquants, on a quand même chez des gens qui ne sont pas nécessairement de gauche ou d'une orientation politique dite progressiste assumée, qui vont agir comme contre-pouvoir. C'est un peu la fiction sur laquelle l'État libéral fonctionne. L'idée que le pouvoir est réparti selon des institutions ou selon des appareils de la société civile, qu'il s'agisse d'organisations, de syndicats, d'associations, etc. Et que du coup, on va se tenir. Le pouvoir tient le pouvoir finalement. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que parce qu'ils sont en difficulté politique, ils n'ont plus de légitimité, ou ils ont fatigué le pays et le pays est fatigué d'eux, ils ne peuvent plus rien admettre, ça c'est ce que vous disiez aussi au départ, ils ne peuvent rien admettre, aucune faute, aucune erreur, aucune scandale. Donc ils ne peuvent pas avoir les mots d'apaisement. Leur agenda politique est quand même le même, c'est-à-dire protection des intérêts d'une minorité envers et contre tous. Et donc, du coup, ils agissent en cette faveur, et que cette radicalisation vers la bourgeoisie, ça rappelle le vieux slogan, mais plutôt Hitler que le Front populaire. C'est ça qui est en train de se jouer. Alors nous, à gauche, on l'a souvent raconté plusieurs fois, mais là, les conditions politiques pour que ça existe sincèrement, je pense qu'elles sont de plus en plus mûres, et c'est ça qui est extrêmement flippant à la période, si on ajoute le fait que derrière, quand on disait pas d'opposition, pas de société civile, dans la séquence des 100 jours, sur l'apaisement, il y a
dissolution des soulèvements de la terre, il y a le retrait de l'agrément anticorruption d'Anticor, et il y a des séquences comme ça qui continuent. Contre la LDH, je crois que c'était dans les 100 jours aussi. Il y a eu plein de choses. Dernier exemple, parce qu'on en a beaucoup, vous les citez vite fait ici, c'est quelque chose qui va vous concerner, je pense que ça nous concerne tous évidemment, mais vous êtes élu vert, c'est la sortie de Gabriel Attal. Il a d'ailleurs fait la même hier, qui déclarait que le désendettement économique du pays était l'urgence absolue, la chose qu'il faut faire d'abord en fait. Et hier, il a donc tenu ses propos que je cite: un effort global sera demandé aux Français pour réduire de nouveau la dette. Est-ce que là, c'est encore une fois un exemple qui pourrait apaiser ou au contraire désapaiser le pays? Parce qu'on parle d'écologie dans ce sujet-là. Est-ce que là, en déclarant cela, le ministre ne joue pas son rôle? Emmanuel Macron et son gouvernement se comportent comme s'ils étaient des RH d'une entreprise. Vraiment, je pense qu'ils ont un plan social à faire. Et le RN, d'ailleurs, se comporte comme des actionnaires qui attendent que d'autres fassent le plan social et qui récoltent les fruits après. Donc, en fait, oui, ils attendent. Et donc, ils se comportent comme des dirigeants d'entreprise qui ont un plan social à faire, qui méprisent souverainement les organisations syndicales, qui méprisent souverainement les avis d'inquiétude qui peut leur remonter, qui disent non, mais il faut qu'on fasse ce plan social et qu'on ait plus, etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est là qu'est le cœur du problème. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que dans ces cas-là, si on se pense en mission de faire un plan social, eh bien en fait, on n'est pas dans une altérité, on n'est pas dans une démocratie à respecter les contre-pouvoirs, on n'est pas dans un débat démocratique apaisé, on est dans une classe dirigeante qui impose. Vous dites pas classe bourgeoise. Si, classe bourgeoise. Ouais. Je sais pas, c'était pour reprendre l'analogie avec les entreprises. Donc, mais je peux dire classe bourgeoise. Il y a Charles de Consigny qui a eu une phrase que je trouve bonne, et pourtant Dieu sait que nous ne sommes pas du même côté politique, mais qui dit la Macronie se comporte comme une bourgeoisie apeurée. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là et ils veulent absolument conserver ça. Et là, pour moi, c'est l'esprit même des institutions, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la police et la justice, c'est que c'est pas moi en tant qu'humaine, c'est que si moi-même j'en arrive à ne plus avoir confiance, imaginez le nombre de citoyens et de citoyennes qui n'ont plus confiance dans les institutions. Et la perte de confiance dans les institutions, c'est le premier symptôme d'une dérive vers les régimes d'extrême droite, fascistes, etc. Et donc là, on est dans une glissade continue. Et aujourd'hui, et je le pose, c'est que je ne pense pas que, et c'est ça qui m'inquiète le plus, qu'à gauche, nous soyons en capacité d'être cette espèce de contrepoids qui fait que la balance s'équilibre et qu'on arrive à incarner un espoir. Et ça, moi, je pense que les dirigeants politiques de la gauche et de l'écologie, aujourd'hui, ne devraient se poser que cette question-là, quoi. Est-ce que vous partagerez peut-être le point de vue de Roussel, du PCF, du coup, de dire que la NUPES est derrière, c'est mort, c'est plus... Alors non, toujours pas. C'est bien essayé. Non, mais c'est bien essayé. Je vous pose la question. Mais je vais y arriver un jour, je pense que... Ah, Fabien, on va y arriver. Alors, pourquoi non ? Parce que je pense que la NUPES... est la pire des unions à gauche, à l'exception de toutes les autres. C'est-à-dire qu'on n'en a pas d'autres. Donc, c'est le moins pire. Pardon ? C'est le moins pire. Bah, c'est le moins pire. Après, est-ce que je kiffe la NUPES en tant que NUPES, les rapports de force qui sont à l'intérieur ? Bien sûr que non. Mais ça existe. Et ça a le mérite d'exister. Et sur cette base-là, on doit construire quelque chose. Et plutôt que de taper dessus et de le détruire. Donc, la question, c'est comment on la réforme, comment on l'amplifie, comment on lui donne un nouveau souffle, tout ce que vous voulez, mais qu'on parte de ça. Et je ne suis pas fanat de la NUPES, mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul socle sur lequel nous puissions construire un espoir. Donc, faisons-le. Et vraiment, je trouve que... moi, ce qui me fascine dans les moments de bascule dans l'histoire, et pardon, j'arrête, mais c'est à quel point la bascule se fait, et là, je vais être dure, mais... parce que nous n'avons pas toujours, à ce moment-là, de l'autre côté, et notamment en général à gauche, des leaders politiques en capacité de vraiment comprendre la situation dans laquelle nous sommes et la bascule. Et on voit, dans tous ces moments-là, à quel point il y a aussi une forme de faiblesse du leadership politique dans ces moments-là. Eh bien, je le dis, ne soyons pas, nous, dans ce moment-là. Prenons le taureau par les cornes et regardons les choses telles que nous devons les faire. Nous le devons à nos concitoyens et concitoyennes, nous le devons à l'histoire et nous le devons pour notre pays. Enfin, voilà. Alors, reprenons le fil de notre j'allais dire le fil à dérouler de ces 100 jours. On va arrêter de remonter le temps. Maintenant, on va prendre le temps réel, celui qui nous s'impose à nous. Alors, on comprend aussi que cette idée des 100 jours à la base, c'est quand même surtout une sorte d'écran de fumée pour faire éviter de continuer sur cette pente glissante
autour des retraites, tourner la page des retraites. Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est gagné par le gouvernement? Que finalement, on n'en parle plus, même par le président lui-même, que c'est derrière nous? Paul? Bah non, encore une fois, moi je pense que pourquoi la situation est dramatique. Bien sûr, la réforme est passée, mais la question c'est quand on parlait d'enlisement tout à l'heure, enfin je veux dire, les gens ils se disaient après les retraites, il va pas trop se passer quelque chose. Et puis il y a eu les séquences casserolades. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les forces de la médiation politique traditionnelle, que ce soit des partis, des organisations, elles ont fait le taf qu'elles ont pu faire. Elles ont essayé de faire le mieux dans la séquence et on est essoufflé. Et il y a eu des jeux, des échos, des réponses qui se sont faites entre une partie spontanée de la colère populaire et les 100 jours du Sbeul, on avait voilà. appelé qu'ils avaient appelé ça. Ça n'a pas duré 100 jours. Non, ouais. Et la partie organisée. Ça dépend. Ouais. Ça a été bien le Sbeul quand même. C'est vrai. Et puis même, faut dire combien de temps ça a duré, combien de temps où chaque jour, chaque ministre interpellé, interpellé peut-être mauvais terme, c'est plus les gens qui étaient en train de manifester qui ont sans doute été interpellés, mais voilà, qui ont eu des contestations, etc. Et ce mix entre la spontanéité des colères, l'organisation de ces colères par d'autres organisations, elle m'intéresse parce que je trouve que ça a assez bien voyagé ensemble et qu'encore une fois, on n'en sort pas. Et puis dire apaiser, je sais pas, oui, la réforme est passée, mais on voit bien que la question sociale qui était posée par ces réformes des retraites, elle se pose aussi dans la question en fait, des révoltes urbaines, que c'est pas juste une question comme ça qui est soudainement apparue. On sait quelles sont les trajectoires des personnes, on sait quelles sont les situations des personnes. En plus, moi, tu vois, je fais de la socio, c'est mon truc d'essayer de comprendre et de voir ces facettes-là. La question, c'est donc plus le statu quo mortifère qu'il existe entre trois blocs qui sont dont deux sont incapables pour l'instant de se dresser comme une alternative au pouvoir actuel, emmène dans une séquence où sur une bataille il y a peut-être victoire, mais enfin la crise elle est là, je dirais, on n'en sort pas. C'est bien 100 jours de pourrissement alors. Et justement, c'est parfait la transition, puisque hier, 12 juillet, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, sortait d'une réunion avec Mme Borne, la Première ministre, dont elle jugeait les réponses, je cite, en décalage total avec les besoins, avant de poursuivre en disant avoir refusé, je cite encore, ce festival de langue de bois et exiger des actes concrets. Écoutez plutôt un extrait. Pour finir, la réunion d'aujourd'hui marque l'échec consternant des 100 jours annoncés par le président de la République. Et donc, ce que nous avons engagé aujourd'hui, le 12 juillet, c'est une reprise en main qui marque le début des 4 prochaines années. Nous prenons la main et donc nous imposerons désormais, dorénavant, nos ordres du jour, nos méthodes et nos contenus. L'intersyndicale se retrouvera fin août pour débattre de la situation sociale et des modalités de la rentrée sociale. Alors, Sandrine Rousseau, est-ce que vous partagez ce point de vue que vous avez entendu à l'instant ? Là, pour le coup, c'est Sophie Binet qui parle en tant que chef d'une organisation syndicale. Donc, voilà, je l'entends et je pense qu'elle a raison sur la manière dont ça peut se passer. Mais encore une fois, c'est dans la crise dans laquelle nous sommes, qui cumule les crises, en fait, avoir des politiques sociales, véritablement sociales, qui modifie en profondeur notre contrat social pour aller vers l'égalité, avoir des mesures sociétales qui permettent de reconnaître le racisme, des choses comme ça, et avoir des mesures écologiques qui permettent de voir un tout petit peu la sortie du tunnel et d'imaginer vraiment qu'on prenne les choses en main, eh bien ça donnerait en fait une bouffée d'air là dans la séquence. Et ça, ce que dit Sophie Binet, c'est que l'intersyndicale... Que le retraite n'est pas derrière nous, etc. Que ça oui, et puis que surtout l'intersyndicale reste mobilisée pour que ce débat continue et continue à s'incarner. Et non, les retraites n'ont pas disparu. Pourquoi ? Parce que en fait, quand, ce que je vais dire, elle va encore sans doute susciter des choses, mais quand les jeunes des quartiers se révoltent parce qu'un des leurs est mort, derrière, il faut quand même comprendre que leurs parents, qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils font les métiers les plus difficiles, ils font les métiers qui ne sont pas reconnus avec une pénibilité à la hauteur de l'enjeu. Ce sont des personnes qui souffrent, qui ont mal, qui sont en incapacité, en handicap, etc. et qui vont devoir attendre pour la retraite. Et donc, en fait, tout cela, pour moi, est une forme de continuum. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un truc d'ébullition, de chant férugien, là, enfin, d'un chant qui peut éclater, et on ne sait pas par où ça va éclater. Et de ton point de vue, Paul, est-ce que tu penses possible encore une quelconque, j'allais dire,
reprise de lutte contre la réforme des retraites. Là, on entend la gauche, la NUPES, on entend surtout l'intersyndicale avec Sophie Binet dire que c'est pas derrière nous. Est-ce que c'est encore possible, ne serait-ce que faire abroger le texte, j'allais dire ne serait-ce que, tout du moins, faire que le gouvernement se repositionne, voire modifie son texte. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui sur ce dossier ? Il ne faut jamais dire jamais. Il faudra voir une fois que la limite du RIC est passée. Là, vous savez, quand il a été promulgué, après on ne peut plus utiliser de mécanisme pour pouvoir sortir un RIC de cette affaire, etc. Ça pourrait relancer le débat. Je ne sais pas, l'initiative est aux organisations syndicales et politiques. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'on voit bien qu'elle est dans une place difficile. Elle est la représentante de la CGT, un des principaux syndicats du pays. Elle est fondamentalement une membre de ce qu'on appelle la négociation collective, c'est-à-dire d'un canal particulier de discussion des affaires sociales, qui n'est pas un canal purement étatique. Or, le problème, c'est que la Macronie, par principe, son programme, ça a été « on détruit ça ». Ce qu'ils appelaient dialogue social, on sait que ça a été genre LBD, matraque et gazage. C'est ça le dialogue social. Donc, si c'est ça, elle doit pouvoir négocier une place dans cette négociation. Et c'est pour ça qu'en régulièrement, toutes les interventions entre le gouvernement et les syndicats, ça a été de contester sur qui fixe l'agenda, qui parle. Parce qu'on essaye de retrouver une place. Parce que c'est très dur d'être mis dans l'opposition en disant voilà, vous êtes l'opposition et vous êtes donc nos ennemis, on n'écoute pas ce que vous dites, vous n'aurez droit à la chapitre. Même si vous dites des trucs intéressants, on ne vous écoute pas. À l'Assemblée nationale, pour le coup, moi j'étais attaché parlementaire de député au mandat précédent dans l'opposition. C'est dur des fois aussi d'être poussé dans cette position. On a du mal à dire autre chose. Donc elle doit négocier ça et c'est plus, pour moi, la question, c'est pas est-ce que ça sera sur les retraites, c'est sur quoi ? Il y a des mouvements qu'on n'a pas prévus, qui étaient des mouvements très sectoriels, qui ont été très larges, comme celui de la SNCF. Et puis il y a des mouvements, à un moment, sur les salaires, sur la situation économique. Il ne faut pas l'oublier, on n'a encore pas parlé de ça, mais pendant ces 100 jours d'apaisement, on est quand même à peu près à la plus forte baisse du pouvoir d'achat depuis l'année 2009, qui était l'année de récession post-crise. Donc ça aussi, ça joue dans l'ambiance du pourrissement, dans la fatigue. Et donc, moi, je parie plus sur le fait que personne n'avait privilégié les jeunes, personne n'avait prédit la force du mouvement social, et là personne n'avait pris. On est dans l'attente. Dans l'incertain et l'attente, ok. Alors revenons sur l'actualité du jour. Nous sommes le 13 juillet, demain c'est le 14. Sandrine Rousseau, vous déclariez hier sur Twitter d'avoir décidé de ne pas participer à l'événement, enfin aux festivités. C'était ce matin, comme quoi les jours des fois vont très vite. Beaucoup pour vous. À l'antenne, c'était hier. Alors pourquoi avoir pris cette décision de ne pas y aller ? Vous n'aimez pas les feux d'artifice ? C'est pas le sujet. Là, en l'occurrence, c'est pas le feu d'artifice, c'est le défilé militaire. Dont je suis moins familière et moins coutumière. Mais non, là, je n'irai pas parce que, en fait, c'est une chose de tenir des relations diplomatiques avec l'Inde aujourd'hui. Et bon, c'est un sujet qu'on peut discuter. Par contre, le mettre à l'honneur d'un défilé qui est le défilé de la journée de fête nationale, en fait, ça renvoie une image qui est que c'est un partenaire privilégié, que c'est quelqu'un qui, pour nous, est important. Il faut quand même savoir que Modi a une politique en Inde d'écrasement des institutions démocratiques, qu'il est dans une islamophobie régulière, que quand il y a des émeutes contre les musulmans, et on sait que c'est très tendu en Inde, il est plutôt de ceux qui attisent la haine anti-musulman, qu'il a des relations avec le Pakistan qui sont extrêmement compliquées, qu'il y a aussi des tensions avec les chrétiens d'Inde. Et en fait, on est dans quelque chose qui est un nationalisme et un leader d'extrême droite en Inde, et qu'on le mette à l'honneur. Je rappelle quand même que quand Meloni avait été élue en Italie, Macron était le premier président de la République d'Europe à aller lui rendre visite. Qu'est-ce qu'on a à se précipiter à mettre à l'honneur des leaders d'extrême droite en Europe et dans le monde, si ce n'est, encore une fois, à continuer ce toboggan d'extrême droite, de glissade vers l'extrême droite. Alors, je l'ai déjà détaillé dans l'intro, suite aux révoltes et aux émeutes. Oui. Après, pardon, je sais que ça ne change rien. Je veux dire, Modi viendra, voilà, tout ça. Alors, j'ai pas de... voilà. Ouais, mais, ceci dit, je reste droite dans mes valeurs. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas à une tribune avec lui, en fait. Voilà. Est-ce que d'autres de vos camarades ont pris la décision identique de... Alors, je ne sais pas, mais peut-être on va le savoir dans la journée, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, oui, le mettre à l'honneur, on peut comprendre cette décision-là. C'est un invité d'honneur décidé par le président Macron sur le 14 juillet. Alors, comme je disais dans l'intro tout à l'heure, suite aux révoltes et aux émeutes urbaines déclenchées par la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier, on le rappelle. Par ailleurs, extrêmement soutenu par l'extrême droite, vous l'avez vu. Il y a une manifestation qui devait avoir lieu hier à Paris, qui a été annulée finalement, jusqu'à Darmanin, qui maintient son salaire avec
une décision qui lui est personnelle aussi. Est prévu un déploiement exceptionnel et moyens sécuritaires assez fous pour la fête nationale demain, entre 130 000 agents sur le terrain, les drones dans le ciel, les hélicoptères aussi, les voitures blindées au sol, mais aussi le RAID, la BRI. Il y a aussi également... c'est toujours la surenchère, désolé, mais je ne fais qu'énumérer les points. Les transports en commun qui vont s'arrêter à 22h, notamment en banlieue, puisqu'il s'agit essentiellement de trams et de bus. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? D'abord, toi, Paul. Qui est en guerre contre les Français, en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser quand même. Parce que là, en plus, on parle du RAID, le RAID qui a tué un individu avec des billes de plomb, soi-disant non létales. De nouveau, lisez Paul Rocher sur l'armement non létal. Qui est en guerre, en fait? On a l'impression que le pays... Ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous poser la question de pourquoi chaque 14 juillet, il y a des frictions un peu traditionnelles, quoi. Comment ça se fait que ça se cristallise sur le moment chaque année, il y a eu un peu des voitures brûlées, etc. Moi, je crois que c'est pas un pur hasard non plus. Je pense que ça cristallise le fait que derrière ces questions d'intégration sociale se jouent aussi des questions d'intégration dans un pays qui rejette massivement des populations. Donc en fait, s'ils ont si peur qu'il y ait un embrasement nouveau, etc., c'est qu'ils savent très bien que leurs annonces de communication et la répression qu'ils ont utilisée dans les quartiers pendant 3 jours n'a pas réglé fondamentalement le rapport des individus qui vivent dans ces quartiers populaires avec les institutions, qu'elles soient celles de la police, que ce soit de la justice, qui les envoie en prison, en ferme, pour avoir volé un parfum, une bouteille de canette, ou être rentré dans un magasin au mauvais moment, où il y avait un policier pour les attraper. Bref, donc dans la séquence, je sais pas, moi ça me semble je suis trop pessimiste, tout me semble catastrophique de ce point de vue-là. Le raid, c'était à Marseille, c'est ça? Je crois que c'est à Marseille, ouais. En fait, ils ont tiré avec des billes de plomb, dans une petite sacoche de tissu, quoi. Voilà. Ouais, et ouais. En fait, très près, ça peut tuer, effectivement. Est-ce que, en 2 mots, le gouvernement, pour vous, il a peur que ça répète de nouveau? Et aussi, on dit que le gouvernement aurait peur de sa police aussi. Est-ce que le gouvernement a peur aujourd'hui? Je pense qu'ils ont peur, oui. Ça, je pense que pour le coup, mais ça fait partie aussi de la sociologie, je pense, de la Macronie, qui est que, en fait, c'est des gens qui, moi, ce qui me frappe à l'Assemblée, c'est à quel point ils sont issus pour beaucoup des grandes écoles, de l'élite, voilà. Et en fait, ce sont des gens, pas tous, mais beaucoup, et ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer l'altérité, qui n'ont pas l'habitude de gérer l'opposition, qui ont toujours été flattés et autorisés à faire ce qu'ils faisaient. Et en fait, je crois que là, il y a quelque chose de l'ordre de la panique. Et après, quand on a, et ça, pour le coup, dans le féminisme, on le sait bien, quand on menace un dominant, eh bien, la réaction, c'est l'agressivité et l'autoritarisme. Et donc là, on est dans cette situation-là. Comme on l'a vu au début de notre entretien, on va voir un extrait, justement, en parlant de dominant. Alors, dans un extrait de son allocution, comme on l'a vu au début de notre entretien, Macron, le 17 avril de cette année, le président a dit, je cite, là, on ne va pas le réécouter une nouvelle fois, le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Il l'a dit comme ça textuellement. Mais il semble qu'il a changé d'avis aujourd'hui même, sans perdre d'ailleurs en assurance quand il affirme le contraire à un des confrères que nous avons de BFM TV. Regardez plutôt cet extrait et on se retrouve juste après. Comment allez-vous répondre à cet embrasement qui dure depuis plusieurs semaines? Et est-ce que cette nouvelle alerte autour du 14 juillet vous a contraint à repousser votre adresse aux Français pour faire le bilan des 100 derniers jours qui devaient être ceux de l'apaisement? Merci. D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Je crois avoir fait 2 fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez à avoir une certaine liberté avec cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu. Maintenant, si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu, grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. C'est pourquoi, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Et je salue une fois encore le travail des forces de sécurité intérieure, de nos sapeurs-pompiers, mais également de notre justice qui a pu permettre le retour
au calme dans toutes les villes qui ont été touchées par ces émeutes. Il y a ensuite un travail en profondeur à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Une séquence intéressante d'aujourd'hui, du coup, à l'OTAN, où le président est un peu piquant au début. Il recadre ce journaliste. Est-ce que ça ne traduit pas là le fait qu'il soit mal à l'aise et qu'il n'assume pas, puisqu'il l'a quand même dit, il n'a pas dit autour, mais le 14 juillet, pour repousser son adresse aux Français. Comment vous analysez-vous cette séquence-là Et puis, en plus, au passage, il salue quand même la justice, encore une fois, qui a condamné à 18 mois ferme des personnes qui ont pris des canettes. Une justice pour l'exemple, c'est ce dont je parlais sur la perte de confiance de l'institution de justice. Moi, je pense que là, on est vraiment... bon, je l'ai déjà dit. La question, qu'est-ce que je pense de cette séquence C'est ça, Sandrine, allez-y. Eh ben, c'est du grand Macron, quoi. C'est-à-dire que c'est d'abord cette espèce d'arrogance en première intention, quoi. Voilà, premier réflexe, oui. Premier réflexe, première intention. Cette espèce de truc, là, d'autoritarisme inconséquent, en plus, derrière, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Hein, je veux dire, y a pas de... Et puis après, on le sent quand même beaucoup moins à l'aise quand il répond. Et je pense que ça dit quelque chose du macronisme actuellement, en tant que groupe politique. C'est qu'il y a à la fois cette arrogance, mais qui est une arrogance de façade pour essayer de maintenir une façade, un visage, alors que je pense que derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus tumultueux et que, à mon avis, les assurances affichées ne sont pas la réalité d'un mouvement macroniste aujourd'hui. Et il dit aussi, nous allons tirer les conséquences. Quelles conséquences seront tirées Pardon, pour conséquences, il a dit... leçon, pas conséquence. Non, mais je suis d'accord sur le côté très purement macronien de ce moment. Mais en dehors de l'arrogance, il y a le caractère fondamentalement orwellien de la prise de parole macroniste. La guerre, c'est la paix, la justice, c'est la répression, la vérité, c'est le mensonge. Enfin, on ne sait pas. Il est toujours dans cette optique de « je veux faire advenir un réel que j'estime être le vrai réel contre et envers tout le monde ». Et là-dedans... c'est juste une remarque sur, vous aviez dit le 14, ça va pas être le 14, et il ne peut même pas admettre qu'il décale à 3 jours parce qu'il n'a pas fini son remaniement, parce qu'ils sont pas prêts, parce que si. Et en fait, c'est ça qui montre le décalage entre, l'arrogance des gens comme au premier quinquennat. Au premier quinquennat, ils étaient les rois du pétrole à l'Assemblée, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils avaient ils ont cassé le pays déjà comme ça. Oui. Ils ont eu les gilets jaunes, ils ont eu des séquences qui ont répondu à cette politique de... genre tout va bien, ne t'en fais pas, on avance. Sauf que là, ils le font sur les ruines de leur légitimité politique et ça sonne faux. Et donc, comme il y a peu quand même de journalistes, je veux dire, mainstream qui font remarquer qu'ils mentent en permanence, qui font ce travail de désorwelliser les séquences s'ils essayent d'avancer avec leur machine de guerre de communication, et ben là, dès qu'ils sont pris, ils réagissent, quoi. Mais ça nous offre des séquences pour montrer c'est un arrogant, c'est tout. Sandrine. Oui, sur les Gilets jaunes, on se souvient quand même qu'on a eu des éléments de communication disant que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, il craignait plus que tout un deuxième épisode des Gilets jaunes, que c'était sa hantise, qu'il n'endormait pas la nuit, etc. Bon, c'est quand même absolument raté cette affaire. Enfin, là, je pense que vraiment, il n'y a pas plus gros ratage que celui-ci. Et pour autant, il n'est pas capable de le reconnaître. C'est-à-dire, il n'est pas capable de dire... Est-ce qu'il peut Parce que, mettons-nous à sa place, est-ce qu'il peut Admettons, il reconnaît, mais c'est la fin mais de moi, tout. Je pense que c'est précisément là qu'est l'honneur de la politique avec un grand P, qui est de dire, écoutez, je n'ai pas la vérité incarnée, je peux me tromper. Par contre, maintenant, mettons-nous autour de la table pour trouver une solution. Et finalement, c'est ce qu'on fait. Moi, je me souviens et pourtant, Merkel, c'est pas ma tasse de thé politique, mais quand il y a eu des tensions en Allemagne, elle a dit, OK, je me suis trompée. Elle a été capable de le dire. Pourquoi il n'est pas capable de le dire ? Parce qu'en fait, il est dans une espèce de sentiment de toute puissance ou de sentiment qu'il faut être tout puissant pour être le président de la République. Et puis en plus, je pense que c'est même pas stratégique pour lui, parce que pour pouvoir cornériser la gauche, sa stratégie de vous êtes tous des islamistes, éco-terroristes, je sais pas quoi, ça va solidifier le camp social, ou en tout cas certaines parties de ce camp social, et que au contraire, quoi, en faisant un geste comme ça, un peu, on va dire, très gaullien, très au-dessus des institutions, c'est comme ça qu'un certain nombre de personnalités de droite à gauche sont plus tolérées. Je sais pas, on parle toujours de cette droite chiracienne que des fois on regrette, alors que la moitié c'était des gangsters qui braquaient l'État. Non mais c'est vrai, c'est bizarre quand même comme sentiment. On parle de Dominique de Villepin il nous a foutu le CPE, moi c'est quelque chose qui me parle. Et en même temps, il savait être habile. Ils sont fondamentalement, c'est le chêne et le roseau.
Hein, mais effectivement, quand le roseau qui plie, il Ouais. survit, quoi. Le chêne, là, on va le déraciner. Alors du coup, ça répond à ma question sur quand il dit à la fin de cette séquence si les leçons qui seront tirées, on va du coup attendre pour cela. Il y a une autre séquence, la dernière, je pense, qui a retenu mon attention. C'était avant-hier, le 11 juillet. C'était vous, Madame Rousseau, à l'Assemblée nationale, qui adressiez quelques mots à M. Darmanin. On écoute. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez fait lever l'Assemblée sur les policiers morts au service et je me suis levée. Et maintenant, je voudrais que nous nous levions pour les victimes des actions policières. Malik Oussekine, Aïssa Iish, Fabrice Fernandez, Iyad Benna, Bouna Traoré, Lamine Dieng, Luigi Dukene, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Aboubakar Fofana, Zineb Redouane, Steve Maya Kanisso, Cédric Chouvia, Mohamed Kapsi, Aloussen Kamara et Naël. Déjà, cette séquence, elle est forte. On voit la réaction de M. Darmanin. Est-ce que vous, à ce moment-là, rapidement, vous le voyez, vous l'avez découvert dans la vidéo plus tard? Non, je ne le vois pas. Depuis Déjà où vous parce êtes. que je lis ma feuille et puis en plus parce qu'il y avait plusieurs députés et ministres entre lui et moi, donc je ne l'ai pas vu. Et Mais vous quand l'avez j'ai découvert, vu ouais. la vidéo, c'est raide, quoi. Son haussement de sourcil, c'est un soupir en dit très long, très très long, de ce mépris qu'il y a pour la vie des gens qui ne sont rien. Selon À eux. leurs yeux. Exactement, j'imagine bien. Vous faites référence à Emmanuel Macron. Alors, évidemment, la question des violences policières est au centre de votre prise de parole et du moment aussi, j'allais dire, du cœur du débat public ces dernières semaines, une fois encore, car ce n'était pas nouveau, hein, c'est pas né sous Naël, tout cela. Alors, juste après la mort de Naël par un tir policier, vous avez tweeté: la police ne doit pas tuer jamais, c'est un principe simple, un principe républicain, avant d'ajouter dans le même temps que dans le cas terroriste, tuer ne doit pas, je vous cite encore une fois, être l'option privilégiée. Il ne peut exister que dans des cas extrêmes, justifiés et sans aucune autre alternative. C'est la fin de citation. Et puis vous avez supprimé ces deux tweets. Pourquoi ? Oui, parce que ça avait suscité un débat sur Twitter qui ne pouvait pas être réglé sur Twitter. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tous le les débats sur faire. Twitter. Celui-là en particulier, c'est-à-dire que ça a touché des choses très intimes chez certaines personnes et donc c'était pas possible de le régler en 140 tweets. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, on a pris finalement. On s'est familiarisé avec l'idée que la police pouvait tuer. Ce qui était quand même quelque chose de l'ordre de l'absolu exceptionnel pendant très longtemps. Et là, on s'est familiarisé avec cette idée. Et j'avais entendu Fabien Jobard qui disait une chose qui m'a semblé très intéressante, qui est sociologue de la police, et qui disait avec les LBD, donc là je sors la question du terrorisme parce que je pense que c'est trop épidermique, mais il disait avec les LBD, on a habitué une police à viser les gens et à tirer. Et il disait forcément, cela, à un moment donné, aura des conséquences, c'est-à-dire qu'ils tireront, même quand ce ne sont pas des LBD. Et j'ai trouvé que c'était très juste, cette analyse-là. C'est que depuis maintenant un petit moment, on a habitué la police à viser des gens. Et là, je crois qu'il nous faut revenir à une forme de réforme de la police, évidemment. Justement, laquelle ? À gauche, vous êtes tous là à appeler une réforme comment ? Mais non, mais on diminue déjà on interdit les armes de guerre, on sort l'IGPN de la police et du ministère de l'Intérieur, on forme les policiers, on sort de la doctrine du maintien de l'ordre par la force pour aller vers la désescalade, on réétablit la police de proximité, on revoit aussi les conditions de travail des policiers, on sanctionne très lourdement tous les actes de racisme et de sexisme et de LGBT-phobie, on fait un audit externe pour voir quelle est l'ampleur de ce problème au sein de la police, ce qu'a fait la police de Londres, on en tire les conséquences. Quand il y a des faux PV suite à des interventions, les policiers doivent être lourdement sanctionnés d'avoir menti sur des PV après. On dissout la Bravem. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à faire qui, en réalité, sont accessibles. C'est-à-dire, c'est possible de le faire. Et on dépose des fleurs comme Marine Tondelier devant la police. Vous en pensez quoi ? À la fin. C'est pas à la fin. Alors, c'est quand même fort. On a vu un peu en mode hippie quand même, comme au début des Gilets jaunes, certains l'ont pu le faire. Déposer des fleurs devant une ligne de CRS. Vous avez souri à ce moment-là ou Je pense que toi, t'as du sourire. Moi, je suis très taquin. Mais ça m'a fait rire. Mais en vrai... Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi ces réflexes. Pourquoi une partie de la gauche, en tout cas, a la tentation et la volonté de maintenir l'idée qu'il peut y avoir des institutions qui fonctionnent bien. Moi, je suis plus cynique. Je pense que la police
elle est violente parce que c'est son rôle. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas repousser les débats à plus tard, quand on fera comment, quand l'État, etc. La question, c'est maintenant. Et pourquoi il y a ce lien-là ? C'est là qu'on voit dans la séquence le problème. C'est que vous avez parlé de pratiques, les pratiques du LBD, les pratiques du travail. Moi, je fais de la socio du travail. Je vois comment le travail forge les conceptions, les subjectivités des individus. Et le macronisme, c'est un monde de l'abstraction. C'est jamais les pratiques, le réel, encore une fois, n'a pas prise sur leur discours. C'est un monde des abstractions et des idées, des institutions. Sauf que le problème, c'est que dans leurs mots, les institutions ne veulent rien dire. Ils ont toujours le fétiche, la République. Mais quelle République font-ils vivre ? La République est-elle bonne en soi ? République islamiste d'Iran ? République populaire de Chine ? Non, c'est la République française. Et qu'est-ce qu'elle doit incarner ? Et si elle incarne ces actes de violence, si elle incarne une autorité qui tue des citoyens, effectivement, là, il y a un problème. Et je pense que c'est ça le problème aussi, c'est de comprendre que la France doit sortir, et les gouvernants surtout, on va dire, doivent sortir la France de cette idée d'une France éternelle, faite d'idées, et qui justifierait tous les désagréments de leur politique qui sont en fait des conséquences réelles, lourdes, violentes et brutales sur la vie des gens. C'est ça le problème. Après, c'est votre rôle, vous avez donné plein de propositions et voilà, la liste me semble très complète de ce qui est possible de faire concrètement. Mais est-ce que c'est encore possible, selon toi encore une fois, mais un peu selon vous aussi, de réformer cette police ? Alors que c'est toute la question. Oui, alors que tout à l'heure vous avez parlé de ce communiqué séditieux que la gauche et puis beaucoup de gens ont trouvé séditieux, où on menaçait à demi-mot le pouvoir presque d'un coup d'État policier. Est-ce que ça c'est à craindre ? Et est-ce que c'est possible à l'heure actuelle où le pouvoir politique, on le voit, peut parfois tenir qu'à sa police, qu'on puisse revoir Est-ce que c'est pas la police qui a le point aujourd'hui ? Non, mais qui ne tient que par sa police. Pour mener cette politique, faites la retraite à 55 ans demain, vous n'aurez pas de manifestation à réprimer. Je vous le dis tout de suite. Donc déjà, il y a aussi ça le problème. Encore une fois, entre l'égalité et... Non mais voilà, qui manifestent. Voilà, ils manifestent tous pour 70, enfin, je veux dire, pourquoi pas. Mais concrètement, c'est aussi ça, la différence entre légalité et légitimité. Je veux dire, combien d'années ça fait dans ce pays qu'aucun gouvernement n'a mené une politique cohérente, globale, qui est positive pour les intérêts de la population. Il y a eu, c'est comme d'habitude, les luttes, c'est toujours, on obtient des petits trucs, ça dépend des positions qu'on occupe de l'appareil d'État, des mouvements sociaux, des rapports de force, mais bon, fondamentalement, c'est aussi ça qui fait que le pouvoir s'affaiblit. Plus personne ne croit en eux, donc les gens refusent les institutions refusent le discours des gens, donc ils les répriment, donc les gens se mobilisent, et on est dans un statu quo mortifère. Les institutions sont achetées aussi, parce qu'il faut voir tout ce qui a été fait pour la police, pour l'armée, en termes d'effectifs, en termes de moyens. Alors, c'est sans doute pas suffisant aux yeux de certains, bien sûr. Mais quand même, moi, je me souviens quand même du fait qu'il y avait des exceptions dans la loi retraite, par exemple, pour les policiers. Enfin, voilà. Et que ou le train gratuit aussi, on avait vu. Mais bien sûr, c'est tout un tas de petits signes qui font que, voilà, il y a un achat. Ce n'est pas un achat, du moins, il y a des signes envoyés de part et d'autre. Voilà. On va finir avec, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'interview, tout du moins l'expression de Madame Elisabeth Borne dans Le Parisien ce week-end, ce dimanche, où elle a pu d'entrée de jeu abattre la carte sécuritaire, encore une fois, c'est le thème, apparemment c'est ça qui marque les 100 jours, pour protéger les Français, dit-elle, les moyens énormes qu'on voit les prochaines heures là, dans la rue demain et aujourd'hui, et une sanction, enfin une mesure, la sanction financière, vous l'avez sans doute vu, avec la création d'une amende spécifique pour les familles d'émeutiers, je les cite, dès la première connerie, une petite phrase qui a fait mouche. En 2 mots, votre avis sur cela ? Qui commence ? Vas-y. Je pense que la sécurité est un concept vide, c'est l'absence de sentiment d'être bien et que c'est du coup un concept qui est très utile pour tout. Parce qu'on peut vendre tout avec la sécurité. Sécurité contre votre écran de téléphone, sécurité des caméras quand vous partez dans votre de votre maison en vacances, sécurité de tout, armement, armes lourdes, etc. Avec le climat. Voilà. Mais là, justement, dans leur vision de la sécurité, c'est jamais ça. C'est jamais le climat, c'est jamais la sécurité sociale. C'est toujours la sécurité en tant que concept de soit quelque chose à vendre, des armes, des protections, des services, etc. Ou l'absence d'état de calme et toujours en esquivant le bilan de peut-être qu'on n'est pas bien parce qu'on n'a pas de sécurité sociale, parce qu'on n'a pas de certitude sur l'avenir de la planète. Mais pour eux, c'est forcément parce qu'il y a des individus
qui sont désignés comme ennemis, qui posent problème. Donc le problème de cette phrase-là, au dehors de « elle dit une connerie, elle est Premier ministre », moi ça ne m'intéresse pas. La question c'est, encore une fois, la sécurité c'est leur fétiche absolu. Ils peuvent tout vendre avec et ils peuvent tout justifier en termes de destruction des libertés civiles et politiques. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir la séquence sur autre chose. N'empêche que la mesure va sans doute naître et qu'une amende va être créée qui va s'abattre sur cette personne. Vous en dites quoi, vous ? Pour moi, c'est encore une humiliation de plus. C'est-à-dire que l'amende forfaitaire à la première connerie, comme ça a été dit, c'est tu vas au coin les mains sur la tête, hein, en fait. Et c'est de l'humiliation permanente. Et donc, ça veut dire que si on est dans l'humiliation, dans la punition, on n'est pas dans une égalité, même symbolique, des citoyens entre eux. Et donc, voilà, on est toujours dans ce rapport de « je te domine, donc je te menace, je te punis, et tu as à obéir à mes ordres ». Et nous ne sommes pas une société si elle fonctionne sur cette base-là. Et là est vraiment l'incompréhension que peut avoir le pouvoir de ce qu'est la démocratie. On ne punit pas en démocratie par des amendes forfaitaires pour des conneries. En fait, il y a une justice qui est indépendante, il y a un droit, il y a des droits des citoyens. Enfin, je veux dire, on est très loin de ce qui est là, quoi. Et en même temps, c'est aussi très représentatif de l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire que l'incitation fiscale pour régler les problèmes, c'est vraiment un théorème qu'ils utilisent tout le temps, quoi. Je veux dire, comment on fait pour faire travailler des gens qui travaillent dans des conditions mauvaises de travail ? Bon, on peut les payer mieux parce qu'on prend en compte le risque. C'est vraiment leur raisonnement dans les théorèmes économiques et c'est toujours comme ça. Les amendes pour régler le problème, les amendes pour régler la question de consommation ou non de la baisse des allocations chômage pour retourner au travail, les 15 heures pour le RSA. Pour les logements, l'argent va tout faire. Pardon. Pour les logements sociaux aussi, ils avaient sorti un peu l'idée de si vous habitez un logement social mais que votre fils ou votre fille fait une connerie, vous serez sanctionné. Moi, je viens de Nice, à la base, ils avaient sorti ça. Donc, partout. Bien sûr. Alors, dernier mot qu'on va changer ensemble avant d'en rendre l'antenne. Alors, à l'heure où sera publiée cette vidéo, le 14 juillet, nous serons donc le 14 juillet. Hein, cette date importante, malgré tout, malgré ce contexte que nous avons essayé de résumer ensemble là. Une date importante pour notre pays. Un dernier mot, chacun de votre tour, sur ce 14 juillet. D'abord toi, Paul, puis Sandrine. Sur ce 14 juillet ? Oui, pas forcément celui-ci, mais nous sommes le 14 juillet, la fête nationale. Est-ce que ça a encore du sens ? Un mot. Moi, j'ai toujours pensé que produire un défilé militaire, faire l'expression de la puissance genre de l'armée française, alors qu'on sait où est-ce qu'elle est engagée généralement dans les terrains, c'est pas très beau, ne m'intéresse pas comme pour fêter l'événement créateur d'une partie de l'identité française qui est la Révolution française. D'autant plus que moi, je viens d'une famille anticléricale, de profs, etc. On prend notre source, je pense, dans la Révolution française en termes d'identité. J'ai pas un prénom français, j'ai pas un nom de famille français et tout. Donc pour moi, c'est une culture et je pense qu'on devrait trouver, et y compris nous à gauche, seulement au lieu d'aller dire au-delà de l'aspect antimilitariste de la revendication, il faudrait qu'on trouve une proposition pour pouvoir le célébrer sur d'autres bases. Je pense que les symboles nationaux, c'est toujours bien de ne pas les refuser en bloc, mais de les adapter, de proposer une vision, une lecture différente, parce que c'est quand même quelque chose qui est partagé par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont supporté un jour l'équipe de France de je sais pas quoi, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance quand même. Mais il faut le travailler avec un récit différent, parce que pour l'instant, c'est un récit excluant, militaire et viril. Le mot de la fin pour vous sur le 14 juillet, Sandrine Rousseau ? C'est une fête nationale qu'on pourrait penser comme une fête de cohésion nationale et c'est en fait une fête qui célèbre la force de la France à l'extérieur. Je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'on invite des premiers ministres, etc. C'est pour ça qu'il y a un défilé militaire. C'est dans cela qu'en effet c'est aussi très viril. Enfin, pour le coup, le défilé militaire, c'est quand même un truc assez étonnant à faire. Oui, mais même les gros engins. Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais pas m'étendre. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de, on impose sa force. Et pour moi, quand on a besoin de la montrer à ce point-là, c'est qu'on n'est pas complètement serein sur le fait qu'elle existe réellement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, la question de qu'est-ce que finalement la force française, eh bien pour moi, c'est déjà un modèle social, c'est une force d'une cohésion sociale, d'avoir accepté, intégré et vivre avec des gens qui viennent de partout et de tout temps. Et c'est cette force-là, en fait. Et quand on n'a pas peur de ce qu'on est, on n'a pas besoin ni de faire des démonstrations de force, ni de détester les autres. Et en fait, là, on n'y est plus, quoi.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de notre entretien, c'était passionnant. On pourrait en discuter longuement des sujets autour de ce 14 juillet, mais aussi de la séquence longue que nous venons de traverser et qui ne fait que commencer sur bien des aspects. Mais voilà, ce n'est que partie remise, j'imagine qu'on se recroisera. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cette émission qui n'existe que, vous le savez, grâce à vous, comme toute la grille des programmes du média. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr/soutien pour vous abonner à notre chaîne, des 5 € par mois, sans engagement de durée, et même si vous le désirez, devenir sociétaire et nous accompagner dans cette aventure médiatique inédite en France, aventure médiatique qui est sur le point de nous emmener sur le petit écran, c'est-à-dire de passer de YouTube à la télévision, ou plutôt de diffuser à la fois ici et là-bas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet, bien évidemment. Pour ma part, je vous remercie de votre fidélité et votre confiance, et vous souhaite un excellent et révolutionnaire 14 juillet. À bientôt. Il fallait le caser, ce mot.